suis né en 1852, le premier jour du mois de mai, à Princeton, dans le Missouri. Mes parents étaient originaires de l'Ohio. J'étais l'aîné de 2 frères et 3 sœurs. Dès que j'ai su me tenir sur mes 2 jambes, je me suis mise à gambader dehors à l'air libre. J'avais déjà en moi le goût de l'aventure. Tout de suite, j'ai été attiré par les chevaux. Je n'étais guère plus haute que 3 pommes quand j'ai commencé à les monter. À 12 ans, j'étais devenue une cavalière incroyable, capable de monter le plus farouche des canassons. En 1865, toute la famille a quitté le Missouri, en convoi, direction Virginia City dans le Montana. Le voyage a duré 5 mois. Pendant tout ce périple, j'étais toujours fourré avec les hommes. Avec les hommes pour la chasse, avec les hommes pour la rigolade, et avec les hommes pour relever tous les défis rencontrés sur notre périple, bien sûr. Les pistes qu'il nous fallait suivre étaient dangereuses et bourrées d'obstacles limite impraticables. Sans compter que pas mal de fois, de fortes pluies gonflaient d'un coup les ruisseaux. Souvent, les chevaux alors devenaient complètement inutiles. Et on devait tracter nous-mêmes à la main les chariots arrimés sur des plateaux flottants, avec des cordes qui nous râpaient durement les paumes et les doigts. Et il s'est haut, et ça gueulait, et ça chantait en chœur, comme les matelots à la manœuvre. En 1866, maman est morte à Blackfoot, dans le Montana. C'est là que nous l'avons enterrée. Au printemps suivant, nous avons quitté le Montana pour l'Utah. En 67, à Salt Lake City, mon père a disparu. En 1870, j'ai 18 ans et je rejoins le général Custer et son 7e de cavalerie à Fort Russell, dans le Wyoming. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me faire recruter comme éclaireur. C'était au moment du soulèvement des Indiens, en Arizona. C'est à cette occasion que j'ai commencé à porter véritablement des vêtements d'homme. Et franchement, j'ai adoré ça. En 73, on remonte un peu plus vers le nord pour mater une nouvelle révolte indienne. C'est au cours de cette campagne que je fus surnommé, et comme qui dirait, baptisé Calamity Jane. C'était à Goats Creek, aujourd'hui Sheridan, dans le nord du Wyoming. Le capitaine Egan y commandait le détachement. Durant plusieurs jours, on avait essuyé pas mal d'escarmouches.
6 soldats avaient été tués et on avait vraiment, sérieusement, pas mal de gars sérieusement, vraiment blessés. En nous repliant, alors qu'on n'était plus très loin du fort, on a été pris en embuscade. Je chevauchais au devant de la troupe, quand les Indiens nous ont fait la surprise de nous tirer dessus. Je me retourne sur ma selle, et là je vois le capitaine Egan vacillant sur sa monture. Il était à 2 doigts de se retrouver le nez par terre. Ni une ni deux, je fais volte-face, et au grand galop je me porte aux côtés du capitaine. J'arrive tout juste à temps pour le saisir par le col avant sa chute. Je le charge comme un gros ballot sur l'encolure de mon cheval. Et je réussis à le ramener sans autre péril jusqu'au fort. Peu de temps après, alors qu'il n'était pas complètement remis, Egan me convoqua et me dit en riant « Je te baptise Calamity Jane, l'héroïne des grandes plaines. » Et jusqu'à aujourd'hui, on m'a toujours appelé comme ça. Moi, Erwin Jackson, caporal à la retraite, ayant servi pendant plus de 12 ans sous les ordres du capitaine James Egan, quand cet ancien héros de la guerre civile commandait encore la compagnie K du 2e régiment de cavalerie, et basé la plupart du temps à Fort-Laramie, j'affirme ici haut et fort, et je veux bien, si quelqu'un ici d'entre vous en possède une à portée de main, le jurer sur la Bible. La fameuse Calamity Jane, que vous prétendez être, madame, n'a jamais été éclaireur de notre belle et fidèle armée. Et à ma connaissance, le capitaine Egan n'a jamais été sérieusement blessé contre les Indiens. Ni en 73, près de Sheridan, où je ne me souviens pas qu'il fut, ni ailleurs, et ni après. Et j'affirme également haut et fort qu'aucune femme, bien heureusement, n'a été de nos rangs ou de nos équipages, ni contre les Apaches,
ni contre les Sioux, ni contre aucune des autres tribus rebelles. Et pas même vous, madame. Et alors? Et alors? Calamity n'était pas de vos expéditions. Dites-vous, monsieur le vétéran et grand nostalgique comme tant d'autres des guerres indiennes. Et alors? Si c'est bien le cas, je dis tant mieux. Oui, tant mieux. Et vous, madame Burke, toute célébrée que vous êtes par beaucoup de vos semblables, vous ne devriez pas fanfaronner. Je sais que vous n'êtes pas une sainte, même s'il s'agit pour vous d'être à la hauteur de la légende que vous incarnez. Mais vous ne devriez pas fanfaronner en montrant si peu de considération pour les peuples indiens. Vous seriez bien plus estimable en démentant d'en avoir fait tant. Vous seriez plus glorieuse encore si vous n'aviez pas directement participé à ce qui déshonore la civilisation de l'homme blanc. Dans la bouche d'un homme, vos paroles mériteraient un châtiment exemplaire, et je m'en chargerais volontiers moi-même. Mais venant d'une femme, et d'une femme à l'apparence plus qu'à moitié sauvage, face à tant de turpitude, seule l'ignorance nous est ordonnée par la sagesse et le bon sens. Moi aussi, je ne suis qu'une femme, d'origine irlandaise, pour être précise, et n'aime pas votre façon, monsieur le caporal militaire, d'attaquer Calamity Jane, que je connais depuis que je suis toute petite, pour être précise. Je suis née à Deadwood en 1863, et lorsque je n'avais pas encore 15 ans, et ce que je vais dire, tous ceux et toutes celles qui vivaient à l'époque des grands pionniers à Deadwood vous le diraient tout comme moi. Calamity Jane, toute seule, à l'écart de la ville, isolée dans une cabane, perchée sur les hauteurs de Spurs Gulch, a passé des semaines à soigner des vieux, des moins vieux et des enfants qui souffraient tous de terribles fièvres et qui bien souvent mouraient dans de pénibles douleurs, pour dire les choses. Car la variole, qu'on appelle aussi par chez nous la petite vérole, tue alors plus de monde que la violence des armes ou que les ouragans. Le docteur Babcock, c'est ainsi qu'on appelait notre docteur à Deadwood à l'époque. Le docteur Babcock avait pourtant mis en garde Calamity Jane du risque de tomber malade, de mourir, ou pire encore, d'avoir la peau du visage tout grêlé et d'être défiguré, qu'il lui avait dit. Il faut bien que quelqu'un reste pour les soigner. Et puis ceux qui y passeront auront au moins quelqu'un à leur côté pour leur tenir la main avant de quitter ce putain de monde qu'elle lui a répondu. Sauf votre respect de redire les choses ainsi, mais c'est pour rester précise. Eh bien, je fais partie des enfants, et il y en a plus qu'on pourrait le croire. Des enfants sauvés, grâce à la présence et aux soins de Calamity Jane. Et je sais qu'elle a été l'infirmière de bien des gens, bien des fois à d'autres moments. Et je sais qu'elle a toujours aidé le pauvre gars dans le besoin quand elle en croisait un au coin de la rue. Et je sais aussi qu'elle a fait la cuisine pour bien des gens, en étant payée 3 fois rien. Ça, et bien d'autres choses encore. Je l'ai vue il n'y a pas une semaine à Sturgis, embrassant sa petite fille Jess, alors qu'elle a confié au couvent des bénédictines de Saint-Martin. Couvent où je travaille moi-même comme cuisinière à mon tour depuis 4 ans. Oui, c'est pour ça. Et pour bien d'autres choses encore, que je n'apprécie pas, monsieur le caporal militaire, d'attaquer notre bonne et généreuse Calamity Jane. J'étais censé venir assister à un spectacle se targuant un peu de relater la belle histoire de notre jeune nation. Et pour les 10 cents que m'ont coûté mon billet, on ne m'offre que des mensonges éhontés et des salades de mégé en furie. Monsieur le vétéran Jackson, que pensez alors de la façon dont vous et tous ceux qui vous ressemblent, de la façon dont vous trafiquez en permanence notre histoire commune? Je me souviens comment, dès que vous avez cessé de vous battre entre vous, comment vos tuniques bleues, vous représentant, et bon nombre de vos civils, tous résolument étrangers à tout désir de paix, ont prêché le massacre des nôtres. Nous parquer, nous affamer, nous enchaîner à votre alcool ne vous suffisait pas. C'est l'extermination totale que la plupart de vos élus et de vos soldats médaillés, sourires aux lèvres et langues bien acérées, réclamaient. Je n'ai jamais vu un bon Indien, et il m'a été donné d'en voir des milliers.
si ce n'est quand je les voyais morts, disait il y a 20 ans de ça James Cavanaugh, représentant du Minnesota. Plus nous en tirons cette année, moins nous en aurons à massacrer la prochaine fois. Surenchérissait le général Sherman et le colonel Chivington. Je suis pleinement satisfait. Tuer ces rebelles rouges est encore le seul moyen d'avoir la paix. Je continue. On n'aurait jamais dû vous permettre d'apprendre notre langage. Vos baragouins, vos signaux, vos gesticulations suffisaient amplement pour ce qu'il y a sous votre scalp. Je préfère partir d'ici. Ce spectacle est un scandale. Ce spectacle est un scandale. Vous m'entendez? Ce spectacle est un scandale. Ce spectacle est un scandale. Un véritable scandale. Un scandale. Un scandale. Un scandale. Eh bien moi je ne désespère pas complètement de faire évoluer dans l'autre sens le cerveau des hommes blancs. Et je vais donc regarder ce spectacle produit par Cole et Middleton jusqu'au bout. Peut-être qu'un jour, je pourrai en parler avec eux. Comme j'aimerais leur dire 2 mots sur le village indien, prévu d'être implanté au beau milieu du jardin botanique de Cincinnati, où nos frères et nos sœurs Sioux de la réserve de Rosebud seront exhibés. Au beau milieu des curieux, venus observer également 3 singes, 2 ours, un orignal, un bison, 2 alligators et un éléphant de cirque. J'ai parlé. Moi aussi, je retourne à ma place. C'était l'époque où j'étais encore basé dans les environs de Deadwood. Je selle mon cheval et je prends la direction de Crook City. Arrivé à l'embouchure du ruisseau Watwood, j'aperçois au loin, venant vers moi à tombeau ouvert, l'attelage du courrier qui arrivait de la ville Cheyenne. Les chevaux semblaient s'être emballés. Le chariot se rapproche. Et alors je vois qu'une bande d'Indiens est lancée à sa poursuite. Les chevaux affolés fonçaient immanquablement vers moi. Je me porte à la hauteur de l'attelage et sans crier, d'un seul geste, je les fais s'arrêter. Puis sans élan, je saute de ma monture sur le siège du cocher. Juste à côté de moi, je trouve John Slaughter, un bon compagnon du Pony Express, plié en deux, la tête en bas, le visage écrasé contre le coffre. Mort! Abattu par ces maudits Indiens qui venaient tout juste de se planquer sous des buissons. Je me mets alors à balancer vite fait les malles, les ballots, les sacoches et les bagages des passagers, mis à part le courrier, bien sûr. D'une main, j'empoigne les rênes de l'attelage, de l'autre, je serre la croche de mon colt. Et sans même presser l'allure, je ramène les 6 passagers et le mort jusqu'à Deadwood.
mouchoir mou, et que chiche poupée avait, chou que cheveux, me le. Ces hommes sont armés. Chiche poupée avait, chou que cheveux, me le. Il faut leur donner ce qu'ils veulent. La crèche d'Ouchot. Crèche Douchot. La crèche d'Ouchot. La crèche d'Ouchot. Je ne vous comprends pas. Ah, la caisse du show. La recette du spectacle. Monsieur Charles, ils veulent l'argent de la billetterie. Et Doulou Bouluette. Et Doulou. Et Doulou Bouluette. Et Doulou Bouluette. Et Doulou et la belette. Et de la buvette. L'argent du show et de la buvette. Messieurs, je ne trouve pas très honnête de votre part, ni de la part de vos camarades, de venir troubler un spectacle pour lequel vous avez été engagé comme acteur figurant. La représentation, c'est du vol. Donnez-nous la caisse, nous repartirons tranquillement, sans faire de grabuge. Mon pauvre ami, cela fait longtemps que les caisses de la billette et de la billetterie ont été transportées en buguet à la banque de Saint-Paul. Tu crois qu'on allait en faire de la confiture pour des cochons? Pour que des mal léchés, votre espèce, ils font le gros groin et leur sale paluche. Joue pas au malin avec moi, Cole, parce que ça va barder sec. Il va pleuvoir du plomb comme on n'a jamais vu. Greg, dis-leur que c'est vrai et véridique. Dis-leur que Mark Schiffer et James Lenoir sont déjà partis depuis belle lurette mettre la recette à l'abri. Monsieur Greg a la gorge nouée. Il est proprement devenu muet. Alors, messieurs, que fait-on? Bon les gars, vous gardez bien tout ce petit monde-là en joue, là. On relâche le mime et sa traductrice. Et toi, tu viens avec moi. On va choisir les plus rupins. Il y a sûrement de l'oseille à se faire par ici. Vous? Non, pas vous. Vous? Ouais, non. Vous? Oui, vous, monsieur. Vous avez, ça se voit, les poches pleines de bifton. Vous sentez le dollar à plein nez. Allez, passez à la caisse, là. Pas de montre en or. Madame, ou mademoiselle peut-être, vu la qualité de l'étoffe de votre jupe, je suis sûr que vous avez caché un sac par là avec quelque argent dedans. Mais mon copain s'y connaît, hein. Il y a pas un mois, il était encore tailleur à Cincinnati. Mais tu peux pas la fermer! N'écoutez pas ce que disent crétins, ils confondent toujours les noms et les personnes. Bon, dépêchez-vous les gars. On va pas les tenir en joue pendant des siècles avec Grady. Mon Dieu elle-même, arrête de m'appeler Grady. Mon nom c'est Grayton. Et pour tout le monde depuis plus de 20 ans, ça a toujours été Great. Tout simplement Great. Ah, c'était net. Vas-y, mon gars, balance bien nos glaces à tout le monde. Quel clown. Eh, je te l'avais bien dit, Bob, qu'il était un peu trop tendre pour notre affaire, là. Mais fermez-la, mon Dieu! Fermez-la! Ouais bah moi c'est pas Helmet non plus. C'est M tout court. Regarde comme ce monsieur est gentil. Regarde la belle montre qu'il a bien voulu me donner. Oui bah c'est bien loin de ce qu'on est venu chercher. C'est des dollars qu'il nous faut. Un bon gros paquet de dollars. Si vous voulez de l'argent, allez plutôt travailler. Au commerce ou à l'usine. Il y a du travail pour tout le monde à Saint-Paul et à Minneapolis. Il suffit de traverser la ville, d'ouvrir un grand moulin, une minoterie toute. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, travailler à l'usine? Mince alors, plutôt redevenir fâché. Je crois qu'ils embauchent encore pas mal de cow-boys dans l'Oklahoma. Je suis Sarah Pillsbury Gay, fille de l'ancien gouverneur John Sergeant Pillsbury et fondateur de la Pillsbury Company. Parfait. Parfait, parfait. Alors madame va venir avec nous et on va aller visiter ensemble les bureaux de l'usine de papa. Vous devriez avoir honte de molester une femme comme Sarah Pillsbury. Mesdames, laisserons-nous faire ces bandits à la petite semaine gâcher notre soirée et nous priver de ce beau spectacle donné en l'honneur de Calamity Jane? Oh! Assez causé! On n'est pas au cirque ici. On n'a pas le temps d'écouter le blabla de jaspineuse en toilette. Allez Billy, en route. Stop! Au nom de la loi et de l'ordre! Bob, Bill, Quest et M,
dont nous ne connaissons pas encore les patronymes, je vous arrête! Qu'on les pend! Ouais! Coupez-leur la main droite! Ouais! Et tu dis qu'on des plumes! Ouais! Mais attendez, messieurs, on n'est pas au Moyen-Âge, ni dans un théâtre à Nissou. Et notre intervention pour déjouer ces tentatives de hold-up n'a rien à voir avec le show. Ces 4 malfaiteurs vont nous suivre bien gentiment, et nous allons les conduire directement chez le juge. Allez! Laissez faire le shérif et ses adjoints! Le spectacle doit reprendre! Incessamment sous peu. Le spectacle doit reprendre incessamment sous peu. The show must go on. Ça c'est une trouvaille, ouais. Show must go on. Bon! C'est fini toutefois! Allez! Barrez-vous tous en coulisses! Messieurs, dames, Cole et Middleton m'ont engagé pour que je vous raconte, les yeux dans les yeux, mon histoire. Et je n'ai pas du tout l'intention de m'arrêter là. Je vais vous parler à présent de mon plus cher et tendre ami, Wild Bill Hickok. Jack, envoie le tableau et musique.
griffes de la Little Big Horn, je tombe gravement malade. Pendant 14 jours, je reste cloué à l'hôpital de Fort Fetterman. Quand j'ai enfin pu me remettre en selle, je suis parti pour Fort Laramie. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois Wild Bill Hickok, plus connu sous le nom de Wild Bill. Ensemble, nous sommes partis peu de temps après pour Deadwood. Nous y sommes arrivés au début du mois de juin. Au cours de ce même mois, j'ai été engagé comme cavalier solitaire du Pony Express. J'avais pour mission de transporter le courrier entre Deadwood et Fort Custer. Ça me faisait m'engager sur les pistes les plus dangereuses des Black Hills. J'y faisais un aller-retour tous les 2 jours. Mon ami, Wild Bill, lui, restait pour la plupart du temps basé à Deadwood. Le 2 août, alors qu'il était assis à une table de jeu du Saloon Bell Union, il est abattu d'une balle tirée dans la nuque par un jeune desperado, le tristement célèbre Jack McCall.
Deadwood ce jour-là, logé dans un hôtel opposé à la rue du Saloon. On vient m'avertir du meurtre. Ni une ni deux. Je me rends sur les lieux de la tuerie. Et là, je vois Well Bill étendu, mort. Alors que Wild Bill avait été tué par McCall. Sans attendre, je pars à la recherche de l'assassin. Je finis par le retrouver dans l'échoppe du boucher Shorty. Et d'un geste vif, j'attrape un hachoir à viande. Sous la menace, je lui ai fait lever les mains en l'air. En apprenant la mort de mon ami, j'étais tellement troublée que j'en ai oublié toute mon armurerie. Mon colt et ma carabine étaient restés dans mon lit, sous les oreillers. Nous avons conduit et enfermé McCall dans une cabane en rondin, avec une porte en fer qui nous semblait assez solide. Mais dans la nuit, McCall a réussi à s'enfuir. Nous le rattrapons, peu de temps après, au ranch de Fagan, à Horse Creek, sur l'ancienne route de Cheyenne. Puis, nous l'avons conduit à Yankton, au bord du Missouri, où il a été jugé. Jugé, condamné et pendu, haut et court. Musique! En 1878, j'ai quitté le détachement de la cavalerie. Je suis allé à Rapid City, au pied des Black Hills, territoire du Dakota, à l'époque, dans le West River. Là-bas, j'ai passé toute l'année à prospecter. Ah, God! De l'or! Ah, de l'or! God! De l'or! De l'or! Ah! De l'or! De l'or! Ah, de l'or! De l'or! God! De l'or! De l'or! Ah, de l'or! De l'or! Tiens, petit, si tu sais lire, dis-moi ce qu'il y a de marqué sur ce bout de papier. Oh, cher Jimmy, trouvé or, Alaska, rejoins-moi à Forty Mile, Léonard. Dernière minute, supplément à l'édition du jour de la tribune de Minneapolis. Plusieurs filons aurifères découverts des rivières du district de l'Alaska. Ah! De l'or! De l'or! Ah oui! De l'or! De l'or! Les côtes de l'Ouest, dernière minute! Les côtes de l'Ouest, dernière minute! Louis Robert, lieutenant numéro 19 de la caserne de pompiers de Minneapolis, propose une démonstration de Get and Ball! Dernière minute! Information exclusive de la tribune! De l'or, alluvionnaire, repéré dans la rivière de Klondike! Ah! De l'or! De l'or! Ah oui! Ah, de l'or! Fais-moi une feuille de supplément! De l'or! Non, bon sang, pas vous! Pas vous!
Peter Burton, ancien propriétaire d'un drugstore à Saint Anthony du Minnesota, aurait, selon les sources locales privées, découvert des pépites d'or dans une rivière du district de l'Alaska. Révélation très vite démentie par les autorités officielles des territoires du nord-est de la Confédération canadienne. Eh bien, c'est tout bon, ça! C'est tout bon! Si les années démentent, si qui démentent, c'est qu'il y a de l'or! Beaucoup d'or! Beaucoup d'or! Mais c'est où l'Alaska? Au nord, tout au nord, tout au nord! Pour l'Alaska, par où faut-il partir? Vers l'ouest, tout à l'ouest. Il faut les prendre un bateau à Portland ou à Seattle. Où ça? Il faut filer vers l'ouest, en montant un petit peu vers le Wyoming, le Montana ou le Dakota, c'est selon. Selon quoi? Mais c'est selon que tu prennes un bateau ou pas à Portland ou Seattle. Mais c'est loin. Très loin, très très loin. Il faut filer. Partir plein ouest pour se monter tout de suite plus au nord. Le mieux d'ici, je pense, c'est que tu prennes un billet de train pour Saint-Paul ou Tacoma. Tacoma. Je comprends pourquoi à présent. Pourquoi Martha Canary a été baptisée Calamity Jane. Il parle de Sarah Bernard dans votre feuille de chou. Alors qu'il a dû débarquer. Je ne sais pas si sa nouvelle tournée passera cette fois-ci par Minneapolis. Ah, Sarah Bernard, une légende vivante, une véritable étoile. Mais ferme-la! On s'en tape de ta Sarah Bernard! Fermez-la tous! Fermez vos grandes gueules à papotin! Bouche à merde! Bouseux du Bobard! Étron à ragot! Paix foireux du baratin! Foutez-moi le camp! Allez pisser votre encre noire à gribouiller ailleurs! Journaliste à la noix! Tas de faux cul! Le premier gras de papier qui a commencé à broder mon histoire, je crois que c'était Bill Nye de Laramie. Ou peut-être bien plutôt ce cher Polton du Cheyenne Sun. Ou peut-être un autre. Je ne sais même pas si j'avais encore 20 ans. Et leurs articles ont fait de moi une légende plus vite que poussent et se propagent des champignons. À peine quelques couillons ou quelques jupons me reconnaissaient au fin fond du Wyoming, au creux du Montana, au pied des grandes rocheuses ou près d'un abreuvoir, qu'un petit reporter surgit de nulle part, le crayon à la main et le sourire en coin, traçait en pâté de pâte de mouche sur les quatre côtés d'un petit bout de papier mes soi-disant impressions et le vif emportement de ses propres commentaires. Ce n'était pas très difficile pour eux de récolter l'écho de mes paroles. Elles couraient le long des trottoirs de saloon. Elles sautillaient la nuit par bribes autour d'un feu de feuilles et de brindilles. Elles dansaient dans l'air comme s'évapore le fantôme liquide d'un verre vide. Toutes les histoires que je tricotais, tous, ils me les détricotaient. Alors, je les ratricotais. Et de ces raccrocs, de ces drôles de choses rapiécées, ils en tiraient des fils pour échafauder l'étoffe de leur romance. Oh, que je trouvais souvent finalement fidèle et tout à fait à mon goût. Que reste-t-il en moi d'étranger à celle qu'avec ma complicité vous avez fait de moi? J'emporterai en quittant cette terre où je me suis parfois perdu la plus grosse ration de mes secrets. Qui je suis, qui je fus,
Qu'ai-je encore fait? Qu'ai-je encore vécu qui ne sera jamais dit? Quels miroirs sont les mots couchés sur le papier d'un livre? Quelles étincelles naissent de paroles prononcées devant un public attachant? Ni laideur, ni beauté. Les héros de chair et d'os ne meurent pas moins seuls que celles ou ceux qui les adulent. J'espère quand même que la petite histoire de ma vie intéressera pareillement les spectateurs et les lectrices, et que je demeurerai toujours et comme autrefois. Et pour vous tous, Madame Martha Burke, plus connue sous le nom de Calamity Jane.
Applaudissements